à prendre le pouvoir, on va lui donner la parole. Donc, juste pour parler de son film Indignados, donc c'est peut-être la version espagnole des Indignés. Donc c'est un film qui date de 2011, dans lequel vous êtes une actrice, Betty Diallo, c'est ça. Donc c'est quoi l'histoire de ce film un peu, racontez-nous. En fait, le film, Tony Gatliff, c'est un réalisateur français qui l'a écrit, qui s'appelle Tony Gatliff, et, pardon, excusez-moi, qui s'est inspiré du bouquin de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Et Stéphane Hessel, je pense que tout le monde le connaît sur ce plateau, c'est un révolutionnaire, c'est un monsieur qui a fait pas mal de choses. Et c'est un bouquin, en gros, qui appelle à la révolution, mais une révolution pacifique et à l'indignation. C'est un petit manuscrit, hein, je ne vais pas faire le résumé du bouquin, mais ça se trouve. Et Tony Gatliff a voulu en fait mettre en scène le livre de Stéphane Hessel avec le mouvement des indignés qui s'est déclenché en Espagne en 2008. Et à cela s'est ajouté un peu aussi partout dans le monde, puisqu'on a nos indignés aussi au Sénégal. On a aussi nos indignés du Sénégal. Et du coup, grâce à Pape Matar, j'ai pu venir sur ce plateau-là. Et c'est voilà, c'est en fait dans ce film, en gros, donc moi je joue le rôle principal d'une jeune fille sans papier. À travers le rôle que je joue, on découvre cette Europe qui va mal, cette Europe qui est en ruine, avec la révolution des indignés de Madrid, de la Grèce, de la France, de partout. Donc voilà, c'est un film qui traite de tous les thèmes à regarder. On va voir peut-être un petit extrait avant de continuer. À regarder absolument. Absolument. Cécile, dès que c'est prêt. Donc, on a vu un peu que c'est vrai que vous parlez un peu des indignés, mais vous parlez aussi un peu de l'immigration clandestine, oui. Parce que vous venez sur le territoire espagnol, peut-être à travers les embarcations clandestines. En fait, oui. Comment je peux expliquer? En fait, c'est vrai que moi, j'ai suivi le mouvement, en fait. Donc, le film, la fiction, c'est moi, parce que, bon, en gros, c'est pas vraiment une fiction, parce que le rôle que je joue, il y a beaucoup de personnes qui le vivent en France, même de façon beaucoup plus précaire, hein. Et du coup, les personnes qui sont dans le film, c'est des vrais gens qui ont vécu la misère, et on a rencontré des vrais immigrés sénégalais. Moi, j'ai discuté, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément... C'est un peu un documentaire. Voilà, c'est un docu-fiction. C'est entre les deux, quoi. Voilà, il y a le documentaire, et en même temps, il y a la fiction qui est le personnage que je joue, mais en même temps, c'est la réalité de beaucoup d'étrangers qui sont exilés. Et voilà, donc c'est en tout cas, la spécificité de ce film, c'est que c'est différent des autres films où c'est de la fiction. Là, c'est la réalité. Là, les mouvements des indignés, ça existe. Les mouvements des indignés de Paris, c'est des vrais gens. Les immigrés qu'on a montrés dans le film, qui témoignaient dans le film, c'est des vrais gens, c'est des Sénégalais, c'est des Algériens, c'est des Africains, c'est des gens de partout. Et c'est ça qui fait que ce film, il est à part.
contrairement à d'autres fictions. D'où, je ne peux pas dire fiction, je ne peux pas dire documentaire, donc c'est un peu des deux à la fois. Nina. On parlerait donc d'un film hybride qui n'est ni fiction ni documentaire, et qui rassemble et qui réunit un peu les deux genres, parce qu'on retrouve les deux genres dans ce film. Moi, j'aimerais juste aborder avec vous cette question de la situation que les Africains vivent dans cette partie du monde. Et surtout, peut-être beaucoup de Sénégalais à travers les embarcations clandestines, comme le disait tout à l'heure Alune. Et quand vous avez accepté de jouer ce rôle, c'était pourquoi exactement? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était le hasard en fait. Parce que Tony Gadlif, il cherchait, à la base le scénario était déjà posé, donc il cherchait une actrice qui peut jouer le rôle d'une jeune femme sans papier soninké à la base. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer son assistante où j'étais tranquillement assise dans un bar, le bistrot du coin à Montreuil. Je suis du 9-3, exilée à la 9-3. Et je prenais mon thé à la menthe et c'est là que j'ai croisé l'assistante qui m'a vite fait expliquer le scénario, mais j'avoue que j'avais rien compris. Et j'étais avec un ami, Iban Ndiaye, et du coup, on lui a dit, mais asseyez-vous, mangez des frites avec nous. Mais elle va le faire. Il lui dit, elle va le faire. Je dis, pour qui tu te prends? Et on est allé chez elle, je n'avais pas compris et tout de suite j'ai joué. Mais ce qui m'a touchée après, parce que j'ai joué une première scène où je n'avais pas forcément tous les éléments et je ne savais même pas c'était qui Tony Gadlif. Et je suis rentrée le soir chez moi, j'ai vu sa tête, j'ai dit oula. Parce qu'il a quand même quelque chose, quoi. Il dégage quelque chose, il a une gueule d'enfer. Et je lui ai dit après... si je t'avais rencontré, Tony, tu me dis viens faire mon film, et je serais partie en courant parce que tu as une gueule d'enfer. Et du coup, par là, donc l'histoire, quoi. Parce que moi, je suis exilée, donc je suis bientôt... Vous n'êtes pas actrice je ne suis pas du tout actrice. J'adore le théâtre. Quand j'étais à l'école primaire, je faisais que les activités de théâtre. Et voilà, mais j'ai jamais joué. Voilà, moi je suis votre actrice, voilà, c'est fait, je vous produis demain, il n'y a pas de souci. Donc c'est fait, c'est joué. Et j'adore le théâtre et du coup c'est le hasard et j'étais portée par le sujet parce que moi en tant que, je vis bientôt 10 ans en France et en tant qu'exilée et vu mon parcours personnel et voilà, c'était pas évident quoi. Je veux dire en France, c'est pas blanc ni rouge, c'est toujours comme ça par rapport à l'administration française, surtout sur la situation des étrangers, même si qui sont en situation régulière. Donc déjà, moi, j'étais dans un cadre, mais un peu compliqué. Et du coup, mon parcours a fait que, waouh, j'ai dit, le film, il est pour moi. Mais après coup, parce qu'au début, je ne savais pas. Donc c'était le hasard, mais au final, je me dis que ce n'est pas le hasard. Et j'étais super contente de faire ce film-là. Et la question, pourquoi je vous pose cette question? Parce que déjà, professionnellement, vous n'étiez pas destiné à jouer ce rôle. Mais en cherchant, peut-être vous n'êtes pas soninké, vous êtes Peul. Je suis Peul, mais je ne parle pas Peul. On dirait Fula ou Fulani, un peu partout en Afrique, vous êtes Peul. Mais heureusement ou malheureusement, peut-être qu'il est tombé sur quelqu'un qui aurait pu jouer le rôle. Et dans ce film, le rôle que vous avez joué, comme vous le dites, c'est des choses qui se sont passées. Vous êtes parti en France régulièrement ou irrégulièrement? Non, vous êtes régulièrement. Sans papier? Non, avec des papiers. Avec des papiers. Difficile. Mais j'ai un parcours singulier. Pas en pirogue et tout ça. Non, pas en pirogue du tout. Non, mais c'est assez personnel, donc du coup... non, on ne veut pas rentrer dans mais je les suis détails. partie régulièrement, mais ce n'était pas prévu. Donc des circonstances difficiles qui se sont produites dans ma vie personnelle ont fait que j'ai été obligée, entre guillemets, mais en même temps, j'ai choisi d'exiler.
Et après, quand je suis arrivée, bon, fallait repartir, bon, parce que en France, on est dans un système d'ayant droit. Je veux dire, vous dépendez de quelqu'un, il n'est plus là, vous n'existez plus. Alors que si l'autre avait un dossier de surendettement, un crédit à la consommation, on va vous choper, vous dire, bon, madame, venez ici, vous devez régler. Et j'étais dans cette phase-là. Donc moi, j'ai dû me battre, mais ce n'était pas évident. Parce qu'on est dans un système d'ayant droit. Et si l'autre n'existe pas, on n'existe pas. Et moi, je n'avais pas envie d'exister à travers l'autre. Donc il a fallu que je me bouge. Mais pas seul, hein. J'ai été soutenue aussi par des gens. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait du cinéma, c'était bien réussi. Merci. Et peut-être le message, ce serait également par rapport aux sœurs et aux frères qui sont un peu partout en Europe et qui subissent tout ce qu'ils sont en train de subir. Je pense que la meilleure solution pour régler ce problème, c'est de rester chez nous et de ne pas partir, de rester ou de rentrer. Parce si on n'est pas venu dans les années 90-2000, je pense que ça vaut pas le coup. Je suis pas là pour, je suis pas une donneuse de leçons, je suis pas là pour dire voilà, mais je il faut qu'on accepte je dis ce que je vis, quoi, ouais, la réalité concrète de ce qu'on a vécu. Si vous n'êtes pas parti dans les années 90-2000, avant la dévaluation, le passage de CFA à l'euro, ne partez pas. Et surtout, mais je vais même le dire en wolof, suñu yaay yi, suñu papa yi, il faut arrêter. C'est-à-dire jël seen xaalis ay 2 millions, 3 millions, mun nga toog fii nga liggéey. Parce que la France d'aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Gars yi même ni nga koy wax, on le dit, mais bon, des fois on le dit, on ne croit pas, mais c'est ça. Voilà. Même si l'Europe est devenue ce qu'elle est, c'est grâce à l'Afrique. Il faut arrêter de dire que l'Europe n'est plus ce qu'elle était. L'Europe n'a jamais rien été. Non, mais quand je dis ça, c'est par rapport à l'économie, à l'économie, je veux dire, à l'économie. Tout vient je de parle de ça. Surpris par l'économie, je parle. Le petit livre de Stéphane Hessel. J'étais aux États-Unis, j'ai vu le boom de l'Isha, j'ai commandé le livre. Vraiment, ça ne m'a pas impressionné. Parce que depuis que je suis étudiant, après être passé par des conjonctures économiques grandissantes en Côte d'Ivoire, en fait, c'est un livre de common sense pour un tropical. C'est des problèmes qu'on vit. Donc, j'ai été surpris que ça devient... Ça a eu du succès. C'est un buzz occidental, Bah oui. des problématiques occidentales. Bien sûr. Pour nous autres, Voilà, moi, c'est je dis, pas... mais on vit dans les coupures d'électricité, là, on sait. Bonsoir. Donc, ce que je voulais savoir, donc vous avez choisi de continuer votre carrière d'actrice ou bien vous avez carrément zappé? Non, je ne suis pas actrice. Bon, je dirais que j'ai eu la chance de jouer, mais ouais, je suis sur des projets de réalisation. Déjà, celui-là, vous êtes témoins, hein, vous tous, tout le Sénégal, c'est noté, c'est signé. C'est plus l'oralité là, moi c'est l'oralité plus la signature. Hein. Donc, au moins j'ai une preuve là, j'ai une preuve. Et donc à part ça, si c'est pas trop discret, hein, vous faites quoi dans la vie à part le cinéma? Je suis, en fait j'ai fait des études de management à IAM avant de partir en France et j'ai fait aussi un BTS, un contrat d'apprentissage, assistante de gestion. Et là je suis assistante sociale en France, travailleur social. Ok, d'accord. Donc pour en revenir au film, hein, je veux dire que le thème est vraiment très fort et on le sent, il y a l'immigration clandestine, on parle de la gestion même des clandestins et comment les hommes, ces Africains sont traités. Donc il y a des thèmes qui sont très forts, mais moi mon problème c'est, j'en reviens, c'est le problème qu'on a chaque fois avec les films d'auteurs, c'est la façon dont le thème est traité. Ouais. Parce que c'est bien d'avoir un film aussi avec des messages qui sont aussi forts, mais ce serait bien si on le faisait pour que ce soit regardé. Parce que c'est des genres de films qui se passent dans des espaces qui sont pour le plus souvent imaginaires, je dirais. Je sais pas comment le dire, mais c'est des films, c'est des genres de films que je n'irai pas regarder au cinéma, que Kémy ne va pas les regarder. Parle pas pour moi. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, pour des thèmes aussi forts, ce serait bien de faire des films regardables et qui ne sont pas seulement regardés dans les universités ou bien par des associations. C'est une spécialité française de cinéma. Voilà, c'est le cinéma d'auteur, je pense que franchement... Si vous voulez faire un film sur l'immigration,
Mais pourquoi on voit ça au cinéma? On va en Californie, c'est eux qui ont les moyens. oui, mais non, mais même en France, il y a des Non, mais après, Luc c'est- Besson, il arrive à faire. on a Voilà, Hollywood, il y a Non, mais après, moi, je avec le comprends numérique, pas je le veux dire truc qu'on n'a que pas vous besoin voulez de dire, c'est pas- beaucoup de moyens pour faire un film regardable par la masse, je veux dire. Parce que ce genre de film, ça va être regardé par une certaine élite, peut-être dans certains... Au centre culturel français. Voilà, déjà. au Pas centre forcément, culturel, parce que- dans certaines universités. Pas Mais il serait forcément. bien de faire des films populaires avec des thèmes aussi importants. Parce qu'avec le numérique, on peut faire de bons films et pas cher du Pas tout. cher du tout. Parce Tout que- dépend du rythme après. C'est une proposition volée Ça, qui c'est vous fait ça, parce c'est qu'il la est mise fort en pour scène. réaliser. Voilà, la mise en scène. Mais moi, je suis Après pas- la mise je en suis scène, pas- je veux je dire, suis c'est pas bien qu'il y ait réalisatrice, un rythme, voilà, qu'on Mais ait comme on a envie dit, c'est de peut-être, le de style qui est regarder un le style film. hybride entre Non, mais c'est le choix documentaire c'est le et choix de la l'auteur. fiction. C'est-à-dire que la grosse difficulté dans ce film, c'est qu'on suit la réalité. Avec ton négatif, de toutes les façons, il ne faut pas avoir froid aux yeux, il ne faut pas être peureux. Moi, je suis là, on me dit, ouais, fais-nous un truc. Voilà, c'était dans le feu de l'action et on a suivi les mouvements. C'est-à-dire qu'il y a eu les mouvements des indignés qui se sont déclenchés, on a pris nos valises, on est parti. Il y a plein de scènes qu'on a fait parce qu'on était confrontés à la réalité. Donc je peux comprendre que ce film peut, mais en tout cas, peut paraître bizarre, en tout cas pour vous, parce qu'il est aussi poétique. On voit quand même des oranges qui déversent. Exactement. Et Moi, ça, c'est le cette choix. poésie Mais elle est que j'aime pas magnifique, regarder elle au est fait. magnifique. Moi, c'est le genre de Mais film elle est d'auteur, le film magnifique. d'auteur français qui... Elle est magnifique. C'est souvent, franchement. C'est bien de... Mais elle Mais est c'est une- magnifique, c'est une cette question- poésie, c'est une justement. question de parce goût, que, hein. parce Oui, que si on mais- se référait à la réalité, elle aurait C'est pour été ça trop que le film violente, français ne justement. s'exporte pas aussi. Mais Donc elle- je me dis que pour des thèmes aussi forts, ce serait bien de faire des films qui ça, seraient c'est regardés ça, voilà, partout dans le monde par les jeunesses africaines parce que je pense qu'il y a des messages qui sont très importants et qui doivent être... Mais on l'a diffusé partout. Il y a des associations sociales. En tout cas, moi, dans le domaine où j'excelle, en tout cas, j'ai fait des débats. Là, je prévois de faire des choses. Je suis venue ici, mais dans les foyers maliens, donc avec les associations, les associations caritatives. Donc, forcément, le côté poésie, moi, c'est ça que j'apprécie parce que j'ai du mal à donner voilà, une petite opinion de moi-même parce que voilà, je ne peux pas me regarder, mais en tout cas, ce que j'ai apprécié justement, c'est cette poésie, c'est cette musique qui est extraordinaire. Peut-être que je ne suis pas objective, mais s'il n'y avait pas ça, je pense que ce serait très violent. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de violence, on peut concilier violence et douceur. Et musique, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et c'est la démarche du réalisateur. Moi, je ne suis pas réalisatrice, donc ni actrice d'ailleurs. Je suis une amatrice, quoi. C'est Vous tout. avez joué comme une actrice en tout cas. Kémy, Bon, comme ça rebonsoir. tu vas en profiter pour donner la parole à ton ami. Ah d'accord. Donc c'est à moi qui donne cette... Ok, il n'y a pas de Parce que problème. depuis tout à l'heure, Il trépine. J'ai N'a oublié pas de de- la donner patience. la parole. Non, il n'y a pas de problème. Mais si, juste, vous permettez, je vais rapidement faire une petite réflexion à ma sœur et à mon frère in extenso, hein, puisque c'est de toute façon la même démarche. À tort, je pense que vous imaginez déjà que je vais dans une logique de vous attaquer, comme vous l'avez fait sentir tout à l'heure. Ce n'est pas forcément le cas. Pour la simple et unique raison que le film, excusez-moi, a ce côté novateur, à mon sens, dans l'optique que, pour la première fois, en tout cas en ce qui me concerne, hein, généralement quand on voit des films ou des documentaires sur les sans-papiers, généralement les premiers rôles sont tenus par des hommes. Ouais. Et dans l'imaginaire collectif, quand on parle des sans-papiers, moi je vous le dis pour en avoir vu beaucoup, et les foyers maliens, quand on est un militant panafricain en Occident, eh bien ça fait partie de notre quotidien. Généralement, dans l'imaginaire collectif, ce sont des hommes qui sont mis en avant dans cette logique. Et donc ce qui m'a beaucoup frappé, et ce qui, je pense, a donné une efficacité au film, même si, et là je rejoins El Habib, je pense qu'il a tout de même un côté élitiste, c'est mon point de vue, et comme je le dis, c'est très subjectif. La vérité est une affaire d'addition de points de vue et non pas simplement dans l'unicité. Mais la force de ce film, en tout cas, demeure dans le fait que vous avez été mis en avant. Non pas forcément parce que c'est vous en tant que tel, mais l'idée de la femme au centre de ces problématiques, la femme qui connaît la violence du quotidien d'un sans-papier, et ce sont des choses qui existent. C'est-à-dire que la plupart des hommes qui viennent, certains viennent seuls, mais il y a aussi des femmes qui viennent, et ça permet de comprendre le côté inhumain
de cette crête du XXIe siècle, parce que quand on parle de cela, ce qu'on appelle le dumping social, quand on parle de l'immigration massive, clandestine, on ne peut pas jeter l'immigration d'un point de vue politique sans en expliquer les soubassements. Et j'en viens à ma question. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur, c'est vrai que bon, Stéphane Hessel, pour ceux qui ont vécu en France, tout le monde, oh, Hessel, Stéphane Hessel, paix à son âme, hein, il est décédé. Paix à son âme. Mais non, voilà, c'est vrai que c'est pour quelqu'un qui vit au quotidien la difficulté des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, des Africains, Stéphane Hessel, à la limite, ça nous permet de nous mettre, idéologiquement parlant, du déodorant sous nos aisselles, mais ce n'est pas quelque chose qui va aller dans le sens de nous faire découvrir un certain nombre de points de vue pour nous, c'est vrai. Mais maintenant, la question que je me pose, et j'en viens à vous, quand on dit indignez-vous, selon vous, vous qui avez joué ce rôle-là, vous vous indignez contre qui quand vous voyez le quotidien des sans-papiers aujourd'hui? Quels sont les véritables responsables, et ils ne sont pas uniques évidemment, de cette situation-là? Parce que le terme indigné, c'est facile. Et là, je ne parle pas de vous, hein, mais la question, c'est de savoir contre qui, pourquoi. Et ça, je pense que vous qui avez joué ce film et ce rôle profond, vous avez des éléments de réponse à nous donner. Vous voyez, je ne vous ai pas guillotiné. Hein. Non, mais j'ai pas peur. Il n'y a pas de... Moi non plus. Donc ça tombe bien. Masha'Allah, allez-y. Et non, en fait, s'indigner contre déjà le système. Déjà ici, je pense que parce qu'on a une mentalité où même chaque fois, nous qui sommes là-bas, quand on revient, on dit que c'est un peu difficile, c'est de plus en plus difficile, les gens, ils ne vous croient pas. Donc, ils sont toujours dans l'optique de vouloir partir. Donc, c'est aussi la faute aux parents. Je veux dire, il y a des familles qui mettent la pression à leurs enfants en disant il faut que tu ailles en Europe, tel fils ou tel fils a fait ça, mais on ne sait pas comment il a fait pour ramasser tout cet argent. Et combien de jours de sacrifices, de privation qui ont fait qu'il a eu cette situation-là. Donc c'est aussi, les parents, c'est aussi à nous de changer le système. Je veux dire par là, si on est prêt à dépenser des fortunes pour aller à l'étranger, je dis investissez dans le pays parce qu'il faut des années pour pouvoir construire, en tout cas pour pouvoir rentabiliser. Donc c'est déjà nous d'une part. Et après, voilà, après c'est arrivé là-bas, il y a aussi le système. Je veux dire, il y en a qui ont des situations qui devraient être régularisées et qui ne sont pas régularisées parce que la France, bon, quand la France a voulu de nous et s'est servi de nous, c'est la fuite des cerveaux. Bon, l'immigration choisie, on pointe ceux qui ont des fortes têtes et on laisse les gens de bas niveau, entre guillemets, on appauvrit l'Afrique. Et du coup, forcément, il y a ça aussi. Donc, les torts sont partagés. Donc, après, c'est... J'en viens, voilà, je vous pose cette question simplement pour savoir, est-ce que vous pensez que c'est rendre service aujourd'hui? De toute façon, vous avez déjà répondu tout à l'heure à cette question. Mais à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, encore des immigrés, j'aime pas ce terme parce qu'il ne veut plus rien dire, en tout cas des Africains, parce que qui a immigré quand ils sont venus nous coloniser, ils ne parlaient pas d'immigration, donc voilà, on peut toujours se poser des questions. Mais les Africains qui sont à l'heure actuelle en Occident et qui demandent à être régularisés, quel est le regard que vous portez sur cette réalité dramatique? On l'a vu avec Lampedusa récemment, ça peut donner des drames. Est-ce que vous pensez que la solution, c'est d'essayer de faire le forcing dans une société où ils vont finir de toute façon cette période de crise par être les punching balls d'une société où ceux qui sont stigmatisés sont les plus basanés, parce qu'en période de crise, on se recroqueville sur nos identités. Bien sûr, et donc, on jette la pierre sur les autres, forcément. Mais ces gens-là, en fait, c'est différent parce qu'ils sont arrivés dans un contexte différent. Parce que l'exil, chaque exil est singulier. Donc forcément, moi, je ne peux pas comparer quelqu'un qui a fui la guerre et qui n'a rien à perdre. Je suis désolée, on sait qu'on meurt dans son propre pays et on a perdu toute sa famille. Là, on n'a rien à perdre. Je vous dis, rien aussi, on vous propose même un pays beaucoup plus minable dans la mesure où il y a la paix, vous y allez. Donc ces gens-là, je ne peux pas dire ça. On a le devoir de leur porter assistance et au contraire de protection, un devoir de protection. Après des gens comme moi qui ont déjà une très bonne situation et qui bossent ici, que ce soit des professeurs ou autres, et qui démissionnent et qui vont là-bas et qui se retrouvent dans des situations extrêmes, franchement, il faut réfléchir quoi. Je veux dire, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, il faut distinguer. Il y a Leonarda et puis il y a... Voilà, il y a Fatouma, il y a Rachel et il y a Binta, je ne sais pas, mais en tout cas, chaque situation est singulière, chaque parcours de vie est singulier. Moi, je suis arrivée enfant dans des conditions particulières. D'autres sont venus dans des situations beaucoup plus dramatiques, etc., etc. Donc, c'est au cas par cas. Et après, c'est la France aujourd'hui parce qu'elle va mal. C'est pour ça qu'elle râle. Mais il y a des années en arrière, Pape Matar Diallo avant de donner la parole au professeur pour qu'on conclue. Je voudrais tout d'abord vous remercier
d'avoir fait en sorte que je sois encore devant les Sénégalaises et les Sénégalais. Essayer de revenir ici un tout petit peu au Sénégal pour partager la douleur d'un étudiant, Ibrahima Diouf, éborgné par les services de l'ordre, soi-disant. Le temps ne me permet pas de m'étendre sur ce sujet, mais j'aurai d'autres occasions pour le faire. Cela dit, sur son projet Les Indignados, elle m'en a parlé et j'ai trouvé ça très noble parce que déjà regarder le film, ce n'est pas l'image qu'on nous présente de l'Occident. J'étais avec des amis, on regardait le film, on s'est dit mais attends, ici c'est Thiaroye ou bien c'est l'Occident? Parce que quand on regarde la gare, tout ça, les méthodes de vie, tout ça, on n'était pas persuadé que c'était l'Occident. On s'est dit mais attends. Vous pensez qu'il n'y avait pas de ghetto là? Voilà. Pourquoi des gens entassés dans des pirogues prennent leur argent et pour partir dans une incertitude totale? Moi je dis que c'est à arrêter. Quelle que soit, comment dirais-je, la vie qu'on mène ici, mieux vaut vivre ici dans son pays que d'aller dans un autre pays pour galérer. Je préfère galérer ici que d'aller dans un avenir incertain. Professeur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est une question, je ne sais pas, les questions d'immigration, je n'aime pas le mot comme Kébi. Ce que je constate, de deux mots, il faut choisir le moindre. J'ai l'impression que l'Europe est un peu plus compliquée que l'Amérique du Nord. Parce que quand je compare le traitement fait aux, entre guillemets, immigrés en Europe, ce n'est pas le même traitement en Amérique du Nord, même si on est toujours dans le statut d'immigré. Bon, moi, mon parcours a été totalement différent. Je suis allé, après l'école normale supérieure, j'enseignais au lycée en Côte d'Ivoire et je suis allé aux États-Unis 2 fois pendant des vacances. Et j'ai décidé de m'installer aux États-Unis si mes diplômes de Côte d'Ivoire me servent aux États-Unis. Parce que je ne me sentais pas la capacité de travailler toute la nuit, de conduire un taxi toute la nuit. Je ne me sentais pas aussi la texture morale de supporter des insultes d'un gars je ne pouvais pas. Donc je me suis dit, je vais aux États-Unis ou en France, je m'y installe. D'abord, la France n'était pas dans mes paramètres. Dès le début, je voulais un autre challenge, comme on dit, un autre défi, apprendre une autre langue. Et donc, j'ai eu un contrat pour aller enseigner. Donc, c'est à ce prix-là que j'ai décidé de partir. Donc, c'était bon. Je ne dirais pas que c'était une aventure. C'était un peu calculé. J'avais un contrat, je suis arrivé. J'avais tous les documents qui m'attendaient. J'enseignais de 8h à 15h. Je vais à la maison. Donc, c'était quelque chose de cool, quoi. Parce qu'au début, voilà. Parce que j'ai fait 2 voyages précédents. Je me suis dit que non, je ne peux pas me mettre dans ce genre de conditions. Donc, j'ai travaillé par rapport à ça. Et bon, pour pouvoir m'installer. Et un autre aspect, c'est que dès que je suis arrivé, j'ai décidé d'aller à l'école. Parce que je me suis rendu compte que le système américain respecte quelqu'un qui va à l'école. Donc, je conduisais pratiquement 2 heures. Je finis d'enseigner à 15 heures. Je conduis pour aller à la fac, 2 heures de conduite. Et je reviens à minuit pour faire mon doctorat. Donc, il y a ce genre de sacrifice que j'ai fait. Mais c'est des sacrifices calculés. Tout à fait. Je suis trop heureux pour prendre un bateau. En tout cas, je ne sais pas quelles sont les dates de projection. Je voulais juste rappeler les dates. Donc, il y a eu 3 projections à l'Institut français. Donc, c'est le 15 janvier, le 23 et le 24. Donc, le 15, moi, je serai là. Donc, Inch'Allah. Et le 29 aussi janvier au terrain basket de l'UCAD, à l'université de Dakar. Donc moi, c'est vrai que l'Institut français, c'est un milieu assez fermé. Je sais que les gens, il n'y a pas beaucoup qui viennent ici. Donc l'idée aussi, c'est de faire des projections décentralisées. Donc je suis sur ce projet-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aller sur le terrain, aller dans la banlieue. Ce n'est pas m'enfermer, mais voilà. C'est une bonne porte d'entrée. Et l'idée, c'est de faire des projections de rue. Donc nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau. Nous vous remercions d'être passé, ainsi que Pape Makhtar. Nous remercions le docteur Isiaka Diakité Kaba vraiment d'être passé avec
votre livre, Sundiata, le réveil du lion, le jour où la parole fut libérée. Nous remercions aussi nos invités de la première partie,